Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui nous terrorise tous et toutes, que vous soyez parents ou pas. Je suis sûre que c'est genre l'un des premiers trucs que t'évoques quand tu penses à la possibilité d'avoir un enfant, le sommeil. C'est la première question qu'on te pose quand tu viens d'accoucher, quand tu croises des gens dans la rue, alors ça va avec bébé, et le sommeil, et les nuits. C'est vraiment genre au cœur des passions de tout le monde, de savoir comment se comporte le sommeil de ton enfant et du coup comment toi tu survis. Aujourd'hui je vais vous parler de mon histoire, en tout cas plutôt de celle de mon fils, qui a 4 ans aujourd'hui. Je vais vous partager les différentes étapes par lesquelles on est passé en ayant tout à fait conscience que ça risque de faire peur à plein de monde. Ça peut aussi, je l'espère, donner de l'espoir à d'autres personnes. Pour être tout à fait honnête, dans ma maternité, l'une des choses qui a été la plus difficile, si ce n'est la chose la plus difficile, ça a été le sommeil de mon fils. Au-delà du fait d'avoir idéalisé que j'aurais aimé qu'il dorme de cette façon tout seul, etc., ça a vraiment et réellement été très compliqué à vivre, à un point où je me sentais moi en tant qu'individu complètement décontenancée parce que ça avait un impact genre physique, mental, émotionnel, tout ce que tu veux, sur moi, ma vie, celle de mon mec, celle de notre couple, enfin voilà, ça a été vraiment extrêmement compliqué. Du coup, pour vous parler un petit peu de notre histoire, moi je suis tombée enceinte pendant le Covid, on était en voyage, on est rentré, on était en Australie, on avait prévu de rester très longtemps, le Covid est arrivé, j'étais enceinte, on s'est dit j'ai pas envie d'accoucher en étant confinée ici en Australie, autant rentrer en France, donc bref, une grossesse qui commence un peu de façon stressante. Je vous raconte ces détails-là parce que je me suis rendu compte à la fin de l'histoire du sommeil de mon fils que ça a un impact. Et c'est un truc que je vous amène à faire aussi si jamais vous êtes parent et que vous regardez cette vidéo parce que vous cherchez des solutions par rapport au sommeil de votre enfant et que vous avez l'impression que vous allez jamais vous en sortir. Replongez-vous dans toute votre histoire, qui est aussi celle de votre enfant. Moi, pendant ma grossesse, confinement, vous avez compris, voyage, on met un peu un stop sur des rêves qu'on avait en tête, on rentre, on n'a pas de logement, on est hébergé dans un appartement de quelqu'un de la famille de Roman qui n'est pas là, et donc qui nous prête cet appartement, mais il faut quand même qu'on trouve un appartement, on est confiné, on est à notre compte, c'est hyper galère, on finit par trouver, enfin bref, c'est quand même assez mouvementé. Mais moi j'avais l'impression de le vivre de façon sereine, mais quand même dans notre cocon. Le seul truc qui me rassurait, c'est d'être avec Roman H24 en fait. Sachant que avant la grossesse, quelques mois avant, Roman avait perdu son papa. Et ça m'a replongé aussi moi dans tout un tas de trucs puisque j'ai moi-même perdu mon papa, mais au-delà de ma douleur, il s'agissait de la sienne ici et de l'accompagner là-dedans, donc ça a été un petit peu compliqué de vivre ça, enfin bref, au moins vous avez toutes ces infos en tête, et puis au moment où j'accouche, donc on est encore en confinement, on avait fait plusieurs périodes, et là on retombe dans une merveilleuse période de confinement, et moi j'avais un souhait, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette clinique, c'était d'accoucher avec mon mec, et que mon mec reste avec moi à la clinique, et je voulais juste être genre, tu vois, avoir une garantie qu'au moment où j'accoucherais, voilà, quitte à payer, une clinique semi-privée d'ailleurs, quitte à payer, je voulais être sûre, enfin pour moi c'était genre un truc, c'était impensable autrement. Et bah il se trouve que du coup j'accouche, accouchement un peu compliqué, je vous ai fait une vidéo que je vous mettrai ici si ça vous intéresse. Ça fait 2-3 heures que mon bébé, que mon fils est avec nous. On retourne dans la chambre, il était je sais pas à 4-5 heures du matin, et la dame nous dit, enfin donc c'était une chambre individuelle, et je dis bah il est où le lit d'appoint pour mon mec, et elle dit mais non mais lui il doit rentrer. Et je me mets à fondre en larmes, donc imaginez bien, je venais de vivre un accouchement de 24 heures, le seul truc encore une fois comme je vous dis pour moi, j'avais aucune ni attente, ni envie, ni quoi que ce soit pour ma maternité de façon générale par rapport à cette vie de famille. Le seul truc dont j'étais absolument persuadée, c'est que j'avais besoin de vivre tout avec Roman. C'était le seul truc, ma seule condition. Donc quand on me dit ça, moi je pète un câble, je me mets à pleurer, enfin vraiment je viens d'accoucher 24 heures, ça a été compliqué, j'étais à 2 doigts de la césarienne, on me dit que mon enfant, enfin c'était très compliqué quoi. Donc j'étais pas bien, hyper heureuse parce que mon enfant va bien et que ça fait 2 heures et tout, mais donc là, ascenseur émotionnel. Je leur dis c'est impossible en fait, il peut pas partir, pourquoi voulez-vous qu'il parte, il est là, donc c'est encore plus dangereux de le faire partir et revenir, bref. J'ai pas le choix, il doit partir, et donc en fait je vis les 4 premiers jours de mon fils, seule avec mon fils, puisque Roman a le droit de venir 1 heure par jour. Et donc je suis 24 heures sur 24 seule avec mon fils, j'ai absolument droit à aucune visite, puisque les visites sont interdites pendant le Covid, en dehors du papa ou du coparent qui a le droit de venir 1 heure. Et donc en fait, moi j'allaite mon fils, et je suis seule, et on me donne aucun conseil pour rien, et donc je sais pas trop ce que je dois faire, donc je le fais complètement à l'instinct, et je pense qu'il y a rien de mieux. Vous savez très bien ce qu'il faut faire, a priori, si vous êtes dans de bonnes conditions. Et bah moi il se trouve qu'en fait mon fils il reste collé à moi, au début les premières heures je pense que je le pose parce que j'ai besoin de me reposer en fait, mais voilà il a besoin d'être au sein toutes les heures et demie pour lancer l'allaitement, donc autant vous dire que bah je suis KO, j'ai eu des déchirures, j'ai du mal à me lever, donc pour aller le poser, enfin c'est juste plus simple qu'il reste sur moi, de toute façon il va téter une demi-heure, 40 minutes, je vais le poser, 20 minutes plus tard faut que je...
Bref, il reste sur moi. Et donc en fait, c'est une habitude, je pense qu'on prend tous les deux. C'est-à-dire qu'en fait, et ça encore une fois, je vous le dis maintenant avec le recul, parce que j'en ai parlé à des professionnels et que c'est ce qui est ressorti, je pense que à ce moment-là, j'avais autant, voire plus, besoin de mon fils que lui avait besoin de moi. C'est-à-dire que je me suis raccrochée à lui comme solution. Mon mec n'était pas là, j'étais toute seule, j'avais besoin d'affection, mais en fait, c'est ces câlins que moi j'allais chercher. Donc le fait d'avoir mon fils avec moi, en fait, je pense que c'est aussi ce que moi je voulais. Même si lui en avait aussi besoin, il était très content, je pense. Bref, on rentre à la maison au bout de quelques jours, donc moi je suis, vous imaginez bien, éreinté parce que je dors pas, donc ça fait quelques jours que j'ai pas vraiment dormi, plus de, je pense, 1 heure d'affilée, et j'ai pas d'autre solution, donc voilà, de toute façon. Je rentre à la maison, et puis on continue l'allaitement, et l'allaitement se passe hyper bien, hein, franchement, j'ai un allaitement de folie, mais voilà, même chose, en fait. Là, je continue, en fait, à prendre ces habitudes, enfin, c'est pas des habitudes que je prends, mais c'était comme ça qu'on avait instauré la chose, à savoir, c'était plus simple qu'il soit avec moi. Et donc, on avait mis en place un cododo, donc très sympa, je le mettais à côté, mais je le reprenais toutes les heures, machin, et il m'arrivait de m'endormir avec lui. Alors, je mets tous les warnings là-dessus, je sais que c'est très dangereux, et ça l'est, c'est vraiment très dangereux, je ne vous recommande absolument pas de le faire, ou en tout cas je vous recommande de prendre toutes les précautions nécessaires, il peut se passer des drames, vous pouvez étouffer votre enfant, enfin c'est vraiment, ça peut être tragique. Il se trouve que je dormais assise avec un, vous savez là, les coussins d'allaitement, enfin les coussins de maternité, et je le posais comme ça, et je m'endormais comme ça. Il n'empêche qu'un accident aurait pu arriver, donc encore une fois, c'est pas quelque chose que je recommande. En tout cas, c'est ma réalité, c'est ma vérité, donc voilà ce qui s'est passé. Et en fait, les premières nuits à la maison, je m'endormais en l'allaitant et je me réveillais parfois en sursaut parce que j'avais conscience qu'il fallait quand même pas le faire, mais en fait, c'était comme ça, quoi. Et donc, en fait, c'est devenu une habitude de se dire, en fait, j'ai pas envie, s'il doit téter pendant 30 minutes, moi, j'ai pas la force de rester éveillée 30 minutes, donc je m'endors, et en fait, c'est lui qui me réveillait parce que lui-même avait faim, enfin bref. Mais on dormait, voilà, comme ça. Moi, je dormais assise sur mon lit avec mon fils, et ça a duré 2 mois. Jusqu'à ce qu'on parte à Malte en vacances, c'était nos premières vacances, enfin notre premier voyage à 3, il avait 2 mois, il était tout petit, et donc on est allé chez le frère de Roman, qui a évidemment déjà nous a accueillis, donc c'est très sympa, mais avait pas de lit pour bébé, donc Sandro a dormi avec nous, dans notre lit, voilà, sur le même format. Bon là, il commençait à être plus lourd, donc il dormait pas sur moi, mais il dormait toujours avec nous. Et en fait, il voulait, à ce moment-là, c'était pas un sujet, il y a aussi ce truc-là de se culpabiliser, ou de, à l'inverse, te déculpabiliser, de... vous avez des standards par rapport au sommeil de votre enfant qui sont certainement culturels, qui sont de l'ordre de votre éducation, de la perception que les gens ont autour de vous et de ce que vous avez envie de refléter. Mais vos standards ne sont peut-être pas forcément ceux de tout le monde, et c'est pas parce que d'autres personnes ont des standards différents que vous devez vous plier aux leurs, et à l'inverse. Je sais que souvent, ce rapport de se dire non, moi mon enfant ne doit pas dormir avec moi, il faut qu'il ait sa chambre, son autonomie presque, en fait, dès la sortie de la maternité, ça peut être, c'est hyper culturel. Dans certaines régions du monde, les enfants dorment avec les parents ou dans la chambre des parents, avec la maman, la grand-mère ou que sais-je, jusqu'à 7-8 ans, et c'est absolument pas perçu comme étant particulièrement étrange, c'est même plutôt la norme, et je pense que c'est plutôt l'inverse qui peut être mal perçu. Bref, il n'y a pas de règle, la seule règle que vous pouvez vous fixer, c'est celle avec laquelle vous êtes d'accord, même si, et moi je me suis rendu compte, les injonctions de la société, en tout cas dans laquelle moi je vis, à savoir je suis en France, je trouve que dans le milieu dans lequel j'évolue, la norme c'est plutôt ton enfant doit dormir dans son coin, dans sa chambre, s'endormir sans toi, il ne faut pas trop le porter, il doit être autonome en fait. C'est plutôt, vous me direz si vous pensez l'inverse, mais en tout cas moi c'est ce qu'on m'a fait ressentir et c'est ce que j'ai ressenti comme étant la norme. C'est-à-dire que si je ne suis pas comme ça, je ne suis pas normale. Donc dans la suite de mon histoire par rapport au sommeil, c'est ce vers quoi j'ai voulu tendre. Mais au début, la seule chose qui m'importait, c'était mon fils, ces moments qu'on vivait à 2, à 3 et rien d'autre. Donc c'était... Sur les premiers mois, les normes sociales et les normes sociétales, c'était clairement pas un truc dont j'avais envie de me soucier, j'en avais rien à foutre, je voulais juste m'occuper de mon fils comme je l'entendais, vivre ma maternité comme je l'entendais et être apaisée et sereine. Et il se trouve que ces choix étaient les plus appropriés à la situation. Bref, donc on dormait tous les 3, ensuite on rentrait à la maison, on essaye de le poser et en fait on se rend compte que aussi bien lui que moi, on a pris cette habitude-là et qu'en effet, ça demande un effort de lui apprendre autre chose, à savoir le poser pour qu'il s'endorme tout seul, soit l'endormir dans les bras et le poser, et que en fait on essaye, il pleure, soit au moment où on le pose, soit au bout de 5 minutes, soit voilà, on fait 2, 3 tests, 4, 5, 6, 7 000. Et en fait c'est fatigant, et c'est fatigant pour tout le monde, et en fait on n'a pas l'énergie, donc on essaye 1 fois, 2 fois, et puis on le reprend avec nous, enfin voilà.
Et c'est un peu comme ça que ça évolue tout du long. Typiquement, il avait 6 mois, on est parti en road trip 2 mois. Il y avait aussi ce truc-là de, en fait, on avait notre parentalité, notre vie de famille, et à côté, on continuait nos projets de voyage qu'on adorait, et donc, tu vois, il y avait pas d'espace à, on va lui apprendre à dormir, enfin... On n'était pas dans cette énergie-là, on était dans une autre énergie, à savoir on veut profiter tous les 3 et en fait, peu importe sous quelle forme le sommeil se présente, tant qu'il se présente à un moment donné. Donc on va voyager pendant 2 mois, on fait hôtel, chambre d'hôte, machin, donc souvent il n'y a pas de lit enfant, ou quand il y a des lits enfants, vous imaginez bien que c'est un tout bébé qu'on emmène et qu'on trimballe partout, la seule chose qui le rassure c'est d'être avec nous, donc on va certainement pas venir lui créer des traumas en plus en le forçant à dormir dans la salle de bain tout seul dans un lit de bébé, enfin bref. Il dort avec nous 99% du temps. Puis il commence à prendre, moi je l'allaite toujours pour info, il commence à prendre de plus en plus de place physiquement et nous on commence aussi à se retrouver en tant qu'individu et à évoluer d'envie par rapport à ça. D'abord par rapport, je pense, à la société, aux normes qu'on avait l'impression d'entendre et puis par rapport à nous aussi, à nos besoins en tant que couple, de se dire en fait, alors moi je suis convaincue que le lit n'est pas le seul lieu d'intimité possible et qu'il n'y a pas forcément ce rapport là. Je peux très bien entendre que pour certaines personnes ce soit une place hyper intime. Bref, nous c'était pas forcément cette envie-là de se dire en fait il faut qu'on se retrouve 2 à 2 précisément là, mais c'était plus en fait on a besoin d'arrêter de se faire réveiller toutes les 5 minutes. Il y avait aussi ce truc-là de se dire ok il dort avec nous mais en fait il se réveille quand même et en fait c'est fatigant et bon. On s'est dit, le problème c'est peut-être justement qu'il est avec nous. Mon fils, vers ses 8 mois, on déménage, on change de pays, on prend une maison et on décide d'y rester pendant un petit moment, donc il a sa chambre qu'on investit et on lui dit, écoute, et on se dit à nous et donc à lui, ça sera le moment de faire cette transition vers ta chambre, en douceur, on va essayer, mais on sent que c'est le moment pour nous, on est prêt à le laisser, entre guillemets, on a l'impression d'être prêt à le laisser dans sa chambre, et voilà. Donc il a plus ou moins 1 an, on installe une cabane, un lit cabane, donc un lit au sol aussi, dans une optique de se dire il se sentira libre, voilà. On a l'impression que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, donc voilà, on fait ça. Et puis là va commencer l'une des années les plus compliquées de ma vie, précisément par rapport à ça, parce qu'on rentre à ce moment-là dans un espèce de combat pour le sommeil autonome de notre fils. Là, je sais pas pourquoi, moi je me mets à être un peu obsédée par ce sujet-là. Je me dis, écoute, moi là je suis fatiguée, j'ai besoin de me retrouver en tant que femme, et pour ça je sens que j'ai besoin d'être en pleine conscience, j'ai besoin d'avoir des nuits réparatrices, j'ai besoin de pouvoir faire des câlins à mon mec, ou juste de poser ma tête sur son épaule sans qu'il y ait notre fils entre nous, ou que mon fils soit sur mon sein. J'ai envie juste d'être un peu plus tranquille d'esprit, et que ma vie ne tourne plus autour de mon fils nuit et jour, mais que moi je puisse en tant qu'individu faire quelque chose. Je commence à ressentir ce besoin-là. Et donc ça devient obsessionnel. Là, je me dis, ok, faut qu'on fasse des choses, faut qu'on mette des choses en place, donc on essaye tout seul, sauf que j'ai une contrainte et une règle, c'est de ne pas le laisser pleurer. Pour moi, c'est impossible, c'est pas forcément un principe de c'est cruel. Alors oui, ça j'en suis convaincue, y a pas de sujet, je trouve que c'est de la torture aussi de faire ça à ton gosse, de le laisser pleurer 2 heures dans une chambre. Les gens et les parents, c'est surtout les anciennes générations, les générations au-dessus de la mienne qui vont dire, moi c'est ce que j'ai fait avec toi et t'es pas mort. Très bien, par contre, le climat d'insécurité, les traumas de manque de confiance en moi ou de manque de confiance en toi que tu m'as laissé, merci. Je pense qu'il y a d'autres solutions que de traumatiser son enfant parce que oui, il s'en souviendra pas précisément, par contre son petit cerveau qui est en construction, je pense qu'il risque de s'en souvenir. Donc pour moi ça c'est hors de question de principe et question de physiquement je n'arrive pas à le laisser pleurer, je peux pas, voilà. Donc, on tente des trucs, on lit, on se renseigne beaucoup, ça dure des semaines, on essaye des trucs, ça fonctionne pas, on se dit bon on va faire appel à quelqu'un qui va nous accompagner, je vous en ai parlé, Audrey du centre Happy Mom and Baby qui nous accompagne, comprendre comment mettre en place des choses. Ça dure des semaines, il y a beaucoup d'évolutions, vraiment, il y a même pour vous dire, un moment, il avait 1 an et demi je pense, il a fait ses nuits. C'est-à-dire qu'il a, dans la définition que nous on a français de faire ses nuits, c'est-à-dire de dormir de, 20h à 6h du matin sans se réveiller, ça a duré 17 jours, donc je me suis dit, ça y est, c'est magique. Et le 18e jour, c'était fini, ça n'est plus jamais arrivé. Donc on a mis en place plein de trucs qui étaient basés sur nous, nos problématiques qu'on avait, le quotidien qu'on avait, des routines pour le rassurer, imprimer des images en lui expliquant quelle étape, machin, suivre précisément ses routines tous les soirs, essayer d'abord de rester près de lui pour l'endormir, puis ensuite de se reculer un peu, puis un peu, être toujours dans son champ de vision, mais physiquement plus là, enfin bref.
Il y a plein de trucs, plein de protocoles, je pense, qui existent, plein de techniques différentes selon les personnes à qui vous allez parler, bref. On essaye un petit peu tout ça avec toujours cette condition de ne pas le laisser pleurer. Il y a des trucs où on nous explique que, bah en fait, s'il pleure pendant 2 minutes, c'est ok, le principal étant de venir faire des allers-retours pour le rassurer, lui dire que on est là et que même s'il pleure, il n'y a pas d'urgence, il est pas en danger puisqu'on est là dans le coin. Donc vous imaginez bien que c'est aussi, encore une fois, une espèce d'implication en termes de temps passé, de charge d'énergie qui est monstrueuse parce qu'on se retrouve à faire des allers-retours parfois 20 fois par nuit, et à s'obstiner, à se dire écoute, on a décidé qu'il allait dormir dans sa chambre, donc si on doit se lever 20-30 fois par nuit, on le fera, parce que de toute façon, a priori, c'est la seule façon pour que ça marche. Je pense que ça a été, comme je vous dis, l'une des années les plus compliquées de ma vie sur le plan psychique, émotionnel et physique, parce que ça a été éprouvant, qu'on s'est acharné et que ça avait un impact monstrueux sur nos journées. On essayait de faire une nuit chacun, mais en fait, tu entends en fait ce qui se passe, c'est-à-dire que tu dors quand même pas. On était hyper sur les nerfs, hyper à fleur de peau, et je pense que Sandro l'a ressenti, donc en fait, l'un dans l'autre, y a rien qu'à fonctionner. On a fait ça pendant 1 an, on s'est acharné pendant 1 an à faire des crises de nerfs dans notre coin, à casser des trucs en s'enfermant dans une pièce, alors pas avec Sandro, mais chacun de notre côté, parce qu'en fait on n'en pouvait plus, c'est vraiment les nerfs qui pètent, en fait on était en train de péter un câble, quand je vous dis c'est une torture le manque de sommeil, il y a des personnes en guerre qui utilisent cette technique comme torture, pour venir à bout d'un ennemi, quoi. C'est contre nature de ne pas dormir, et en fait on en est arrivé là, et donc on continuait quand même de s'obstiner parce qu'on disait attends mais on a déjà fait tout ça, machin, truc, et puis on voyait des petits plus et des petits moins, un pas en avant, 2 pas en arrière, enfin c'était un combat, c'était littéralement vraiment un combat. Je vous dis, il y a des nuits que j'ai passées allongée sur le carrelage dans le couloir parce que je lui chantais des chansons pour qu'il sache que je suis là sans me voir, enfin voilà, ça faisait partie de différentes techniques, et je m'endormais à force de chanter des chansons, et en fait quand il se réveillait une demi-heure après, de toute façon je continuais à chanter et je me rendormais, et ça pouvait durer toute la nuit. J'ai passé je pense une dizaine de nuits allongée sur le carrelage, c'est débile. Enfin, tu vois, d'en arriver là, en fait, il aurait juste fallu continuer avec le recul. Et cette vidéo, c'est pas tant de donner des conseils parce que je pense qu'il y a autant d'enfants, de parents, de situations différentes que d'êtres humains sur cette planète. Mais le seul conseil vraiment que je vais vous donner et auquel je crois, c'est surtout ne vous acharnez pas à faire quelque chose qui vous semble être contre nature. Si votre corps, votre esprit, votre mental vous fait comprendre que ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Et le plus important, c'est de vous préserver vous en tant qu'individu, parce que si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas être bien dans votre rôle de parent. Donc le sommeil, oui, on a des standards, des machins. Si vous arrivez à bout de ce que vous pouvez faire, si vous pétez un câble et que la seule solution, c'est que votre enfant dorme sur vous, dorme à côté de vous, dorme dans votre lit, que vous fassiez chambre à part pendant même 2 ans s'il le faut, vous vous retrouverez à un moment donné, vous trouverez d'autres solutions, vous trouverez d'autres moyens, mais il n'y a rien de pire que de ne pas dormir, que de s'acharner. Vous devenez en colère contre vous-même, en colère contre votre enfant et en colère contre votre coparent. Je trouve que c'est c'est le combo perdant, c'est vraiment une catastrophe. Donc si le seul conseil que je peux vous donner, ce serait juste écoutez-vous, écoutez les signaux envoyés par votre corps, et c'est la seule chose auquel il faut faire attention. Tant que votre enfant est en sécurité, évidemment, mais ça c'est du bon sens, mais par rapport à vous-même, ayez conscience qu'il n'y a rien qui fonctionnera si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous êtes en train de faire. Et moi, mon mec et moi, on était à un état d'épuisement tellement intense, un état de nerfs tellement intense que ça avait plus de sens. On savait même plus ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, comment, on tentait tout en même temps, machin. Mon fils allait avoir 2 ans. On commence à se dire, complicado. Mais on s'acharne. En plus, on nous le dit, alors comment ça va les nuits, machin, on a très peu de parents autour de nous, donc en fait, les 2-3 parents qu'on entend, moi il a fait ses nuits au bout de 6 mois, machin, donc toi tu dis, c'est vraiment que je suis anormale, tu vois, parce qu'il y a aussi ce truc où genre les gens n'en parlent pas, en société c'est beaucoup plus chouette de dire, mais moi mon gosse, sorti de mater, il dormait même à la mater en fait, il faisait du 19h, 8h du mat, fallait que je le réveille, enfin tu vois, tu vas beaucoup moins te vanter de « Ah moi mon fils il a fait ses nuits à 4 ans sauf quand on en parle, je me dis « Mais tu sais c'est normal, moi aussi mon fils ou ma fille a fait ses nuits très tard. » Sinon personne va le dire de lui-même. Donc on n'avait pas trop d'histoires autour de nous qui allaient dans ce sens-là, donc on trouvait qu'on n'était pas hyper... qu'on avait un problème en fait. On se disait mais le problème c'est nous, donc ça devenait presque personnel. On a continué dans cet engrenage, mais il n'y avait aucune amélioration. C'est-à-dire que mon fils dormait pas avec nous, par contre il dormait quand même pas, il était éreinté, donc c'est même de la torture pour lui, le pauvre. Nous on était dans un état d'épuisement horrible, on restait avec lui pendant 2 heures pour qu'il s'endorme. La nuit on venait le voir 20 fois, enfin c'était... horrible. Il a 2 ans et demi, il se trouve qu'on redéménage et parce qu'on décide de rentrer en France, et en fait au moment où on se décide ça va faire
1 an et demi, 2 ans quasi qu'on est en Tunisie, au moment où on se décide à déménager, on va vendre son lit, parce qu'on va se séparer de toutes nos affaires, et donc il se trouve qu'on va mettre nos matelas au sol, on va vendre tous les lits d'ailleurs, et on garde les matelas en attendant, on va mettre les matelas au sol dans notre chambre, et donc là on le laisse avec nous, et en fait on se dit mais on aurait dû faire ça depuis le départ, parce qu'en fait tout le monde dort bien comme ça, puisqu'on s'est rendu compte que quand il était à côté de nous, en tout cas qu'il entendait qu'il était dans une pièce avec quelqu'un de conscience, à savoir nous ou l'une de ses deux grand-mères par exemple, puisqu'il nous est arrivé quelquefois de le laisser, très rarement mais on l'a fait pour notre survie, et ben ça allait, et donc on s'est dit mais pourquoi on s'est acharné comme des cons, alors qu'en fait le problème c'est pas qu'il dort pas, c'est juste qu'il dort pas seul, et ça peut être expliqué par 1000 choses différentes quoi. Bref, donc on a commencé à relâcher la pression au moment où on est rentré, on s'est dit bon, on va un peu se laisser tranquille, ça fait beaucoup de changements pour lui, nous on est arrivé à un état de fatigue, on n'en peut plus, on va péter un câble, enfin pour plein de raisons, ça avait un impact sur tout, vraiment tout, au point que je pense ça fait partie des raisons pour lesquelles mon mec a été diagnostiqué dépressif, enfin voilà, je pense, littéralement. Moi je pense que j'ai une haute tolérance, mais je pense que ça avait vraiment aussi un impact sur plein de trucs, sur ma motivation, sur mon envie, sur mon énergie, sur ma joie, sur tout en fait. Donc on se dit ok, on va relâcher la pression, il va bientôt rentrer à l'école de toute façon dans quelques mois, donc ça va rentrer dans l'ordre. L'été passe, on continue à se dire bah s'il doit dormir avec nous, pour le coup il dort avec nous, et en fait ça nous va mieux, ok, c'est fatigant, on aimerait que ce soit différent, ça correspond quand même pas à nos standards, mais c'est ok en fait. Puis là il rentre à l'école et on se dit bon, par contre à partir du moment où il rentre à l'école, on va recommencer ce truc, ces règles, ces trucs. Parce qu'on s'est dit, a priori, il rentre à l'école, il va avoir un rythme, tous ses copains, ils doivent certainement dormir très bien, machin, donc il y a pas de raison que ça fonctionne pas pour nous. Que nenni, c'est-à-dire que l'endormissement c'était toujours aussi long, peut-être un peu moins, de moins en moins, mais il s'endormait toujours pas tout seul, il avait besoin, parfois on restait 1 heure, 1 heure et demie près de lui. La nuit il se réveillait 3, 4, 5 fois, donc au départ on avait de l'énergie, on y allait, on le rendormait, machin, et puis au bout d'un moment, pendant quasi 6 mois, 1 an en vrai, ça a fini par, en plein milieu de la nuit, il se réveillait, il avait besoin qu'on soit à côté de lui, donc on dormait à deux, donc moi ou mon mec, on allait dormir avec lui dans son micro-lit ou par terre ou machin. Ça commençait à redevenir très peu confortable, sauf qu'il y avait en plus cette routine d'école, de trucs, de machin, donc c'était juste intenable. Ça dure encore 1 an, et puis il a 3 ans et demi, on se dit, en fait on va lâcher prise, il a pas l'air prêt, nous on sait pas comment faire, on a tout essayé, y a rien qui fonctionne. On est allé voir, évidemment, hein, parce que oui, je vous dis pas, quand je vous dis on a tout essayé, quand il est né, on a fait des séances et des séances d'ostéopathe, parce que l'accouchement, machin, c'était pas, enfin, il avait un petit souci, ça a été remis en place, ça n'a rien changé, kinésiologue, coach, machin, il y a tous les livres inimaginables, bref, toutes les peluches, les bruits blancs, on a tout essayé, il y a rien qui fonctionnait. On lâche l'affaire en fait, et il va dormir là où il a envie de dormir, parce qu'en fait il faut que tout le monde dorme. Et donc on va, c'était au début de cette année, donc il y a quelques mois, on se dit écoute, tant pis, on va l'endormir, et puis quand il se réveille, il va venir dans notre chambre, et il y en a un qui va aller dans sa chambre. Sauf qu'encore une fois, en fait, ça voulait quand même dire que notre nuit était coupée à un moment donné, mais c'était déjà mieux. Donc on fait ça pendant quelques mois, et en fait ça nous va mieux, on est apaisé, on se dit ok, c'est bon, en fait c'est tellement rien par rapport à tout ce qu'on a vécu, oui il a 3 ans et demi, oui machin, oui peu importe, c'est pas grave. Et donc on fait ça, et puis le temps passe. À l'approche de ses 4 ans, donc il rentre en moyenne section, c'est toujours pas mieux, hein, mais on discute avec d'autres parents qui nous disent que pour la plupart c'est aussi la même chose, les enfants se réveillent la nuit, viennent les voir, il y en a qui dorment avec leurs parents, et là on se dit ah mais en fait c'est ok, en fait c'est normal, enfin c'est normal. C'est pas anormal à l'inverse, en fait, il y a des enfants qui ont ce besoin, il y a des familles qui ont ces habitudes, on n'est pas les seuls en fait, et c'est débile, mais entendre ça nous fait tellement relativiser sur ce truc-là en se disant ok, peut-être qu'on aimerait que ça se passe différemment, mais en fait, c'est ok, c'est pas un problème, je veux dire, il y a rien d'anormal, et donc ça nous rassure, tu vois, donc on peut lâcher un peu prise. Parce qu'on était vraiment sous tension par rapport à ce sujet-là, quoi. Et puis, mon mec, à la rentrée, se fait opérer du cœur, donc opération à cœur ouvert, opération très lourde, beaucoup de conséquences sur notre famille, puisque pendant 2 mois, on est tout seul avec mon fils à la maison, qu'il a peur pour son papa, évidemment, puisque les premiers jours, il pense que son papa est mort, on en parle, c'est compliqué, émotionnellement c'est compliqué, donc évidemment il n'y a pas de sujet, mon fils dort avec moi, là il n'y a pas d'endormissement dans son lit, il dort avec moi dans le même lit, et en fait je retourne un peu à ce que j'avais vécu lors de mon accouchement, à savoir j'avais besoin de lui autant qu'il avait besoin de moi, ça me rassurait en fait de l'avoir avec moi.
moi. Je pense pas que ce soit forcément très sain d'avoir besoin que ton enfant te réconforte, mais c'est aussi naturel, je pense, dans les relations humaines, malgré que j'ai sa responsabilité et qu'il n'est pas la mienne, et que j'espère de tout mon cœur que jamais de ma vie je lui ferai sentir qu'il a ma responsabilité, bah inconsciemment j'avais besoin à ce moment-là qu'il soit là pour moi, à sa façon, à savoir juste par sa présence. Bref. Et lui aussi inversement, je pense qu'il avait un peu peur et qu'en fait, bref, on était là l'un pour l'autre quoi. Bref, donc on passe de mois comme ça à attendre que papa rentre, et son papa rentre à la maison, sauf qu'il rentre, je veux dire, il s'est fait ouvrir rire en deux, ça a été très lourd, et quand il rentre, ça veut pas dire qu'il va bien, ça veut pas dire qu'il est... ça veut juste dire que il a plus rien à faire à l'hôpital et qu'il doit se reposer à la maison, donc ça dure encore quelques semaines où il peut rien porter, il peut pas dormir enfin, il doit dormir dans une certaine posture, il peut pas bouger, il est fatigué, il a des médicaments, enfin bref, donc il y a un sujet de il a besoin de dormir, et il a besoin de dormir calmement et tranquillement. Donc là je me dis waouh, comment on fait? Est-ce qu'on installe Roman dans la chambre de Sandro pour pas qu'il y ait de sujet? Et puis on se dit bah non, on va essayer d'instaurer, on se dit bah c'est le moment en fait, il faut qu'il y ait un changement, on sent que ça y est c'est le moment pour tout le monde, donc pourquoi pas? On essaye une semaine très compliquée où Sandro, bah le pauvre, évidemment qu'il a besoin de nous parce qu'il a encore tout chamboulé, et donc on se retrouve en pleine nuit à prendre son matelas pour le mettre à côté de notre lit, machin, changer, sauf qu'en fait il nous voyait quand même pas parce qu'il était quand même pas à la hauteur de notre lit, donc il avait besoin de ma main, sauf que moi je sentais plus mon... En bref, que des solutions logistiques qui n'étaient pas ok. Et donc un soir, c'était il y a 1 mois et demi je pense, quelques jours avant son anniversaire, avant les 4 ans de mon fils, je me dis je peux plus, et en fait ça va faire 4 ans, il faut qu'on trouve une solution, en tout cas qui est convenable et qui est viable sur le long terme pour nous trois. Si ça doit être qu'il dorme avec nous jusqu'à ses 10 ans, et bah ça sera ça, mais en tout cas faut qu'on se mette d'accord tous les trois sur quelque chose et qu'on n'y déroge plus, parce qu'en fait c'est trop éprouvant. C'est trop éprouvant par rapport à tout ce qui se passe par ailleurs, de continuer à vivre dans ces nuits aussi chaotiques. Et il se trouve que je parle souvent des problèmes de sommeil de mon fils, et vous avez été des tonnes à me proposer 1 million de choses et machin. Et parmi ces solutions, il y a une personne, je n'arrive pas à retrouver son message aujourd'hui, et si jamais tu passes sur cette vidéo, je te suis redevable à vie, et j'aimerais t'écrire, vraiment, donc si tu peux m'écrire de nouveau pour faire remonter ton message, vraiment je t'en supplie, fais-le. Il y en a l'une d'entre vous qui m'écrit pour me dire qu'elle était dans la même situation, grosso modo, et que elle a consulté un pédopsychiatre qui est en région parisienne, qui est spécialisé dans le sommeil pour enfants et dans l'éducation positive, et que ça a changé le sommeil de son enfant et donc sa vie. Moi je lis ça, je me dis waouh, ça me donne envie, mais j'y crois pas. J'ai tellement tout essayé, on m'a donné 1 million de contacts, j'ai tout fait, j'ai dépensé du fric, j'ai dépensé du temps, j'ai dépensé de l'énergie et de l'espoir, et ça n'a pas fonctionné. Là je suis tellement désespérée que je me dis c'est le seul truc que je n'ai pas encore fait. Je vais le faire. Oui, j'ai essayé aussi vous savez, les gouttes homéopathiques pour dormir, les sirops, alors pas les sirops trucs, mais les sirops pour dormir, genre avec de la, je sais pas, de la camomille ou ce genre de trucs, et y a rien qui a jamais fonctionné. Les petites granules, trucs, la mélatonine, rien. Même parfois des trucs prescrits par des pédiatres, machin, y a jamais rien qui a fonctionné. Donc bref. Je me dis le seul truc que j'ai pas testé c'est ça. Et puis en plus avec Roman qui commence une thérapie depuis quelques mois et machin, on commence à se dire en vrai oui il peut y avoir forcément une explication derrière qui est certainement pas liée uniquement à Sandro et qui est peut-être même surtout pas liée à lui mais corrélée à nous, notre histoire et machin. Je pense que ça peut valoir le coup en fait d'en parler un jour tous ensemble auprès d'un professionnel qui est capable de nous écouter, de nous aiguiller et de nous dire s'il y a un sujet, tu vois. Donc il était je sais pas 2h du mat, encore un moment où Sandro fait une crise parce qu'il veut être... bref. J'en peux plus, je prends mon téléphone, je tape le nom de ce professionnel, je vais sur Doctolib, et il a pas de place avant avril prochain, donc genre 4, 5, 6, plus de 6 mois plus tard. La seule place qu'il a, et je suppose que c'est un rendez-vous qui vient de se libérer, c'est 2 jours plus tard, le jour de l'anniversaire de mon fils, l'après-midi. Un mercredi après-midi, random, la seule place qu'il y a avant 6 mois, c'est ça. Je me dis, c'est pas possible, c'est un signe. À la seconde, je réfléchis pas. Est-ce que j'ai du taf? Est-ce que j'ai un rendez-vous? Est-ce que Roman est dispo? L'école, comment on va faire? Je prends le rendez-vous sans... Je le prends et on ira. J'ai pas forcément d'attente, je me dis pas on va y aller, ça va tout solutionner, ça va être génial, magique, j'ai plus d'attente. Je vous dis on a tellement tout fait que j'ai plus d'attente. La seule attente que j'ai c'est peut-être que justement cette personne va nous expliquer que c'est ok, que c'est normal et qu'il faut qu'on lâche prise, et ça m'ira très bien en fait puisque c'est un peu ce que je commence à comprendre, tu vois. On y va à ce rendez-vous avec donc Roman et Sandro, puisque la condition c'était d'y aller tous les trois, et puis on s'installe à une table avec Roman, Sandro joue derrière, donc dans le cabinet de ce monsieur qui se fait appeler Monsieur Dodo, puis on discute.
de ma grossesse, de mon accouchement, de nos premiers mois, de ma vie à moi, de mon rapport avec mes parents, de mon rapport avec mon histoire, de qui je suis. Roman, même chose pour lui, et puis du coup de Sandro. Et en fait, à chaque fois qu'on racontait quelque chose d'un peu intense ou qui pouvait avoir une implication sur une émotion qu'on pouvait ressentir, et bah Monsieur Dodo du coup le formulait à Sandro en disant bah voilà Sandro, tu vois, il s'est passé ci, c'est passé ça, mais ça n'a pas de rapport avec toi, mais voilà, tu n'es pas responsable, ça ne change rien l'amour que tes parents éprouvent pour toi. Ou, bref, tu vois, c'est-à-dire qu'on se parlait tous les trois avec ce monsieur et Roman et moi, et puis Sandro jouait derrière, mais à chaque fois, ce monsieur venait créer lien avec Sandro en lui restituant ce qu'on était en train de dire. Sandro avait 4 ans précisément le jour-là, donc je pense que c'était plutôt adapté. Après, je pense qu'il s'adapte aux âges des enfants, mais voilà comment s'est passé un peu le schéma. Et puis, il nous demande aussi... Bref, on passe vraiment 2 heures à parler de ça, de nos schémas. Il nous fait comprendre que, ah, bah tiens, ceci peut expliquer cela. Que l'accouchement, le fait d'avoir été seule avec lui, peut-être que moi, j'ai reporté sur Sandro ce dont j'avais besoin, machin. Bref, tous ces trucs-là. La perte de mon papa, Roman, la perte du sien, le fait que je m'occupe d'un tel, que je fasse ci, que je fasse ça, que Roman, etc. Toutes ces choses-là qui prenaient du sens. On se disait, mais en fait oui. Sauf qu'en fait, on a été tellement embarqués dans cet engrenage et dans cette... On avait des œillères par rapport au sommeil, c'était notre faute, on savait pas pourquoi, on savait pas comment, on prenait pas forcément le temps de réfléchir, mais il y avait un problème, on allait juste trouver la solution. Sans identifier le problème, on essaie de trouver des solutions. En fait, il manque la partie centrale. Donc on passe 2 heures à parler de ça, et puis ensuite, encore une fois, je pense que ça dépend de chaque personne, mais sa technique c'était de montrer, il avait un schéma où il nous demande de dessiner notre appartement, et lui il avait des petites figurines un peu 3D avec le lit des parents, le lit de l'enfant, la table, etc. Puis il vient expliquer à Sandro sous forme de jeu que bah voilà, la routine c'est ci, c'est ça, et que c'est pas parce qu'on a un mur qui nous sépare qu'on n'est pas là, que voilà comment ça doit se passer, que lui quand il est dans son lit, bah nous on est dans le lit juste à côté, et qu'en fait, tu vois, mais visuellement, etc. Donc il utilise cette technique. Il nous parle aussi de la technique du doudou, puisque, bah, en l'occurrence, c'est un peu basico-basique. Nous, Sandro, il a jamais voulu de doudou, mais il nous disait, bah oui, vous étiez son doudou. Après, compliqué de l'introduire, voilà. Il nous parlait aussi du rapport avec moi, qu'en fait, bah, quand il fallait pas que ce soit moi qui intervienne, mais son papa. Il nous parle aussi du rapport qu'on a de façon générale avec Sandro, quand on lui donne des petits surnoms, par exemple, qu'on l'appelle mon ange, que Sandro n'est pas un ange, et que nous, ça nous rapporte à certainement des choses qu'on a vécues, mais que c'est pas Sandro qui devait le porter, que Sandro avait un prénom, et que c'était ok d'avoir des surnoms affectueux, mais que ça pouvait aussi avoir une incidence sur lui, le rapport qu'il avait besoin, l'impression d'avoir avec nous. Même chose quand on avait des gestes avec lui, très souvent on est très 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 affectueux, et parfois sans que Sandro nous le demande, il nous dit bah voilà, là c'est vous qui avez besoin d'affection, c'est pas lui. Et donc en fait bref, tous ces trucs là où on prend conscience de plein de trucs, et il nous donne pas des clés magiques, tu vois, il nous dit pas il faut faire ci, ça. La routine, il nous dit vous avez une routine plutôt ok, peut-être le seul truc qui manque c'est des moments de jeu, machin, bref, il nous recadre 2-3 trucs, mais il est quand même en charge de se dire tiens, d'un point de vue émotionnel, logistique, bref, il vient tout vérifier pour essayer de trouver des solutions, mais surtout d'identifier le problème de base pour avoir ces trucs là. Donc il nous donne ses clés, le doudou, voilà, le papa. Puis il nous dit voilà, je pense que je fais confiance à Sandro, ça ira. On rentre à la maison, on se dit en vrai c'était génial, ça nous a surtout fait du bien, on sent que Sandro il a passé 2 heures à jouer, il s'est pas trop énervé, enfin 2 heures c'est long pour un enfant, on se dit bah écoute on va essayer, on verra, et puis on essaye. Alors ça fonctionne pas du premier coup, dans le sens où la première nuit Sandro ne dort pas sans se réveiller, mais la première semaine il se réveille 2 fois par nuit peut-être, mais il a son doudou qui est identifié, Roman qui s'en occupe, et puis il se rendort. Il accepte, il comprend, il sait pourquoi il le fait, il a l'air serein. Au bout de 2 semaines, c'est plus qu'une fois, au bout de 3 semaines, plus du tout. Puis là, ça va faire 1 mois et demi, et ça évolue comme ça. Il y a des nuits où il se réveille pas du tout, d'autres nuits où il se réveille une fois, il vient nous voir pour nous faire un bisou, et il repart tout seul avec son doudou se recoucher. Et pour nous, ça, c'est miraculeux. Même si j'ai conscience que c'est pas de la magie, pour nous, c'est un life changer, dans le sens où ça fait 4 ans, même 4 ans et demi, parce qu'avec la grossesse, vous connaissez les fins de grossesse, quoi, que j'ai pas eu des nuits sereines, en tout cas, en dehors de, tiens, je laisse Sandro une nuit chez ma mère, bref, donc ça fait des années que j'ai pas eu, genre, une semaine de nuit à peu près réparatrice. Ça me change la vie. Je pense que ça change notre rapport à nous-mêmes, ça change notre rapport à Sandro, ça change notre rapport à la famille. Je sais que ça sera pas acquis,
Dans le sens où j'ai bien conscience que le sommeil c'est un truc qui peut évoluer, mais j'ai conscience maintenant que j'ai appris à mieux nous connaître en tant que famille et à mieux comprendre pourquoi on avait certaines réactions, certains comportements, et je pense que ça c'est une clé. Je pense que Sandro aussi l'a entendu, je pense que lui-même ça l'a challengé sur plein de trucs et je pense que c'est hyper chouette pour ça. Je suis aussi contente parce que je suis quand même pas allée à l'encontre des valeurs et des principes que j'avais par rapport à mon éducation, c'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai forcé Sandro, j'ai souffert moi, on a souffert à deux avec Roman beaucoup, je pense que parfois Sandro a aussi quand même un peu souffert, on va pas se mentir, mais j'ai jamais été à l'encontre des principes de base que j'avais et ça je pense que c'est bien. En tout cas je me dis que j'ai pas fait ça pour rien parce que j'aurais pas été capable. Même malgré le fait que je vous dise que j'ai souffert pendant 4 ans, je crois que j'aurais quand même pas été capable, même si on m'avait dit que ça allait se passer comme ça, de le laisser pendant des jours, ou même juste un seul jour, le laisser pleurer 2 heures. Je pense que j'aurais juste pas pu. Donc ça a pris du temps, peut-être que ça va encore évoluer. En tout cas, aujourd'hui, on est pour moi à un standard qui est déjà 1000 fois mieux, tu vois. Le fait, même s'il devait se réveiller une fois par nuit, toutes les nuits, pour venir nous faire un bisou et repartir, ce serait déjà tellement 1000 fois mieux pour moi, on est tellement plus serein. Ça change tout. Ça change tout. J'étais hyper désespérée. Vraiment, je vais pas vous mentir, je me disais en fait le problème c'est nous ou le problème c'est lui. Il y a un truc qui va pas, ça va jamais évoluer. Et en fait, si. Et le seul truc, c'est de se faire confiance et de pas s'acharner. Le seul regret que j'ai dans tout ça, c'est de m'être acharnée au détriment de ma santé, en fait, de celle de mon mec et parfois peut-être de celle de mon fils. Il aurait passé des nuits beaucoup plus apaisées pendant de ces 1 an à ces 3 ans s'il avait juste dormi avec nous, voilà. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette histoire et que vous avez la même finalité, trop bien. Si vous n'en êtes pas encore là, c'est horrible et c'est hyper facile à dire parce que moi quand je lisais et quand j'écoutais des histoires sur le sujet, je me disais ouais super machin, mais c'est vrai en fait, tout passe, tout passe. Les difficultés que vous avez avec votre enfant aujourd'hui seront pas celles de demain, il y en aura d'autres, parfois plus difficiles, vous avez l'impression, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui la plus grande difficulté ça a été le sommeil. Je suis sûre que si vous repartez dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, je vous dirais que le sommeil à côté d'autres choses qu'on aura vécu, ça n'était rien. C'est cyclique, la maternité, la parentalité c'est cyclique, on évolue avec notre enfant, les problématiques évoluent, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes, j'espère qu'on n'en aura pas trop, mais voilà, tant qu'ils sont en bonne santé, le reste, tout est surmontable, vraiment. C'est difficile, et la seule chose, encore une fois, que je me permets de vous dire, c'est surtout priorisez-vous, et priorisez la santé de tout le monde. Le reste, c'est des détails logistiques, des détails de perception des autres, de passer au-dessus. La seule chose qui compte, c'est vous, en tant qu'individu, et votre famille, et votre enfant. La façon dont vous dormez, peu importe, à partir du moment où vous dormez, vous avez une bonne hygiène de vie, vous aurez le temps de voir ça évoluer. Donc c'est le seul conseil que moi me donnerais si je pouvais faire les choses différemment, et que je vous donnerais à vous si vous êtes en train de vivre ça. Je vous dis pas que la clé c'est d'aller voir un pédopsychiatre parce que je pense et je suis convaincue que ce qui a fonctionné sur nous, puisque je l'ai vécu, pour avoir essayé tout ce que les gens m'ont conseillé, ce qui fonctionne sur une personne ne fonctionnera pas sur l'autre, parce que vous êtes à des moments de votre vie, vous êtes plus ou moins prêts, parce qu'il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, parce qu'il peut y avoir 1000 raisons derrière tout ça, bref, je vous dis certainement pas que c'est la clé, ça a été la nôtre, mais je pense que ça a été la nôtre parce qu'on est passé par tout ça et parce que notre histoire est notre histoire. Voilà, j'espère que ça vous donne quand même un peu d'espoir. Désolée aux personnes qui regardent cette vidéo parce qu'elles ont besoin d'être rassurées parce que leur enfant a 4 jours, 4 mois, 4 semaines ou qu'elles sont enceintes. Mais croyez-moi que je finis par oublier, je vous raconte ça, j'ai dû me prendre des notes pour me rappeler de... Et encore, je suis sûre que j'ai oublié 1 million de trucs, de toutes les étapes par lesquelles on est passé par rapport au sommeil de Sandro. Mais croyez-moi, on oublie tout, vraiment, même les choses les plus difficiles. Donc tout finira par aller tant qu'il y a l'amour et la santé, c'est le plus important. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça instructif ou rassurant ou je sais pas. Dites-moi, en tout cas, moi j'ai envie de vous dire que je laisse cette page de sommeil derrière moi, j'espère, et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!